se félicitait des élections à venir dans son pays, des élections auxquelles il ne participerait pas, la Constitution lui interdisant de briguer un troisième mandat. En tant que président, je me suis fixé comme objectif que l'un des héritages durables que j'aimerais laisser est d'ancrer un processus d'élection libre, équitable, transparente et crédible grâce auquel les Nigérians font leur choix. Ces convictions démocratiques ont pu sembler ironiques à certains qui rappelaient que Muhammadu Buhari fut en 1983 cet officier de carrière qui prend le pouvoir par un coup d'État et tient le pays d'une main de fer jusqu'en 1985. Quand un autre coup d'État le chasse. Mais de fait, la démocratie revenue au Nigeria, c'est un démocrate qu'il se présente à l'élection présidentielle de 2015. Il a l'image d'un homme intègre dans un pays où la corruption bat des records. La population place beaucoup d'espoir en lui et il entend maintenir ce cap. Pour amener le changement, nous devons nous changer nous-mêmes et devenir des citoyens obéissants à la loi. Mais le changement tarde à venir. Les réformes promises aussi, empêchées peut-être par les nombreux séjours médicaux à l'étranger du président. L'économie stagne, mais il reste populaire. Il obtient un deuxième mandat en 2019, toujours avec le même programme. Reste que la sécurité n'est pas venue. Le président Buhari a hérité du problème de Boko Haram qui terrorise le nord-est du pays. Mais si ce groupe a reculé sous ses mandats, c'est un autre mouvement djihadiste, l'ISWAP, qui tient le terrain quand il quitte le pouvoir. Pire encore, le nord-ouest et le centre du pays sont désormais en proie à des gangs criminels. Ceux-ci multiplient les attaques et les prises d'otages. Par ailleurs, la pandémie du Covid-19 a fait plonger l'économie. Comme convenu son mandat terminé, Muhammadu Buhari passe le pouvoir le 29 mai 2023 à son successeur, Bola Tinubu, et entame sa retraite dans son nord natal, dans l'état de Katsina. Pour aller plus loin, Sédik Abba, journaliste et spécialiste des questions africaines, est avec nous pour revenir sur le parcours de Muhammadu Buhari. Bonsoir Sédik. Bonsoir. Vous êtes un fin connaisseur du Nigeria et surtout vous avez suivi la carrière politique du président défunt. Première question, quel héritage laisse Buhari au Nigeria? Buhari restera quand même comme le président le plus humble. Celui qui a marqué le pays par son humilité. Le Nigeria est un pays où le faste est une tradition, mais Buhari a amené beaucoup d'intégrité, beaucoup de sobriété dans l'exercice du pouvoir. Et il restera aussi le président, sans doute, qui a promu le plus les valeurs d'intégrité. Parce qu'un des plus grands défis du Nigeria, c'est la corruption. Avec 2 millions de barils par jour, on se retrouve avec une population, peut-être 40% ou 50% des Nigérians vivent au-dessus du seuil de pauvreté parce qu'il y a une prédation de ressources du fait de la gestion du pouvoir. Et Buhari avait instauré la lutte contre la corruption, une sorte de tolérance zéro dans la corruption. Il a créé cette agence de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite et beaucoup d'anciens ministres ont été poursuivis. L'ancien chef de la sécurité, par exemple, sous le président Jonathan, qui a été soupçonné d'avoir détourné 4 milliards de dollars affectés à la lutte contre Boko Haram, a été mis en prison. Et Buhari, dans sa volonté même de lutter contre la corruption, est allé souvent à l'encontre de décisions de justice qui ont remis en liberté certaines personnes qui étaient poursuivies pour corruption. Alors à votre avis, quels sont les 3 éléments importants de ces années de pouvoir, s'il fallait ne retenir que 3 choses importantes? Moi, je crois que c'est la lutte contre la corruption qui est un défi majeur. Il n'a pas totalement réussi parce qu'il y a eu de la résistance, parce que la corruption est devenue systémique. Il y a aussi le fait que Buhari ait réussi quand même, malgré les insuffisances, à ramener la lutte, par exemple, contre Boko Haram. Vous savez, il y a eu peu avant lui ce drame de Chibok où en avril 2014 des jeunes filles ont été enlevées. Ça a ému le monde, c'était une émotion planétaire. Et peu après, Buhari a créé la force mixte multinationale et qui est chargée de lutter contre Boko Haram et a mis sur la table 100 millions de dollars du Nigeria. Ça a permis à cette force d'être l'une des rares forces financées entièrement par des Africains au service de l'Afrique. L'autre chose que Buhari a faite, à mon avis, qui est aussi tout aussi importante que ses premières, c'est le nationalisme. Buhari a été amené à fermer des frontières pour défendre les intérêts de son pays. Moi qui suis du Niger voisin, on a sévi, on a vécu Buhari parce que Buhari, par exemple, pour protéger la production risicole de son pays,
a interdit l'importation et l'exportation du riz parce qu'il voulait faire. Ça, c'est un exemple qui indique son nationalisme. Est-ce qu'il a également contribué à faire avancer la démocratie au Nigeria? Ah oui, il s'est converti. Buhari a pris le pouvoir en 1983 à la faveur d'un coup d'État. Après, lui-même est devenu démocrate. C'est lui qui a permis la toute première alternance démocratique au Nigeria en 2015 parce qu'il a battu le président Jonathan qui était le président sortant. Et quand il s'est installé, lui aussi, malgré toutes ses velléités un peu d'ancien chef militaire, s'est converti à la démocratie, a reconnu les décisions de justice, a fini par se ranger. Je crois qu'il a beaucoup contribué à faire la démocratie et la transition en douceur avec Tinubu. C'est lui qui a adoubé Tinubu, c'est lui qui a permis que Tinubu devienne président aussi. Et côté sécuritaire, est-ce qu'il a un bilan positif face à Boko Haram, selon vous? Oui, sur le plan de Boko Haram, son bilan peut être considéré comme positif. Par contre, comme il a été dit dans le sujet, il y a la montée des milices d'autodéfense qui sont devenues plus fortes souvent que les forces de défense et de sécurité. Et ça, on ne doit pas... les insuffisances qui ont été constatées sont liées au système fédéral. Les décisions sont souvent du gouvernement fédéral, ne sont pas appliquées sur le terrain. Par exemple, je donne un exemple. Le gouvernement Buhari a interdit de payer des rançons. Mais au niveau des gouvernements fédéraux, dans les États, puisqu'il y a 36 États fédérés au Nigeria, dans les États, les gouverneurs ont continué à payer des rançons parce que les rançons permettaient aussi à leur entourage de profiter. Alors, juste... s'il fallait ne retenir qu'une chose de sa vie politique, ce serait quoi? Moi, je pense que c'est l'intégrité et l'humilité. Parce que quand Buhari a quitté le pouvoir, il est retourné dans son village à Daura et on l'a vu dans la rue. Je crois que le message que Buhari nous a laissé, c'est qu'il y a une vie après le pouvoir. Dans le contexte d'aujourd'hui où les gens ne veulent pas quitter le pouvoir en Afrique, il y a 2 élections présidentielles qui arrivent. Suivez mon regard, je ne cite pas les pays. Buhari a montré qu'il y a une vie après le pouvoir. Justement, qu'est-ce qu'il faisait après le pouvoir? Est-ce que vous savez, depuis qu'il a quitté en 2013... Il est devenu un citoyen ordinaire qui partait au champ, qui partait dans la rue, qui se promenait. Il y a des vidéos de Buhari qui le montrent dans la rue en train de marcher. Les gens s'arrêtent et disent « Ah, c'est Buhari !» Donc, il a démystifié le pouvoir. Et le fait qu'il ait montré qu'il y a une vie après le pouvoir doit être considéré comme un testament pour les dirigeants actuels. Les gens qui s'accrochent au pouvoir 40 ans, 50 ans après qu'ils ne veulent pas le quitter, il faut qu'ils sachent qu'il y a une vie après le pouvoir et que, comme a montré Buhari, chacun dans son pays doit apporter sa contribution et laisser les autres aussi apporter leur contribution. C'est comme ça que les nations se construisent. Merci. Salut. Voilà comment ça sort, c'est comme ça sort. Bipez-moi Ouattara là-bas. Il n'a qu'à venir voir. Ouattara, il faut venir entendre. Buhari, il est parti avec la tête haute. Malgré qu'il a duré au pouvoir, mais à un certain moment, il a jugé juste de laisser le pouvoir à d'autres personnes. Depuis 1982, il était au pouvoir jusqu'aujourd'hui, disons jusqu'en 2013, je crois. Alors, le pouvoir n'est pas destiné à une seule personne. Le pouvoir ne signifie pas être éternel à gouverner. Prenez l'exemple sur le monsieur. Vous, les RDR, vous qui pensez que le pouvoir, c'est le champ de vos aïeux, donc on peut pas laisser à ce que quelqu'un d'autre vienne prendre ça. Mais c'est le peuple qui décide. C'est pas vous, c'est le peuple qui décide. Si demain le peuple juge que vous êtes vraiment l'homme idéal qui peut les amener à retrouver non seulement leur dignité, mais leur sérénité, leur tranquillité, être à l'aise dans son propre pays, je pense bien qu'ils vont aller vous chercher afin que vous veniez les diriger encore. C'est le peuple qui décide, c'est pas vous. Donc, arrêtez de manigancer. Mais vous allez beau faire tout ça et que le peuple n'est pas d'accord avec vous, il va y avoir toujours des soulèvements, des tiraillements, tout ce que tu penses, tout ça. Tu vois,
gêner le pouvoir, à pouvoir de perturber le pouvoir afin de pouvoir déployer tout son programme, vous allez avoir ça. Parce que si le peuple est mécontent, va tout le temps se plaindre, va tout le temps marcher, va tout le temps faire des grèves. Ok. Donc, ce que Chitnan a dit est que le pouvoir n'est pas fait d'être là éternellement. Ok, il faut avoir toujours des alternances. Et c'est ça qui est le plus important. Donc, Monsieur Alassane, viens écouter. Viens écouter, prends des leçons. Viens écouter et puis il faut savoir marcher. Sinon, il y aura moyen. Donc, à bon entendeur.